Good Morning Business, Business Today. Cette annonce au cœur de l'été, en Corée, des chercheurs ont dévoilé un supraconducteur, le LK99, qui pourrait révolutionner pas mal d'applications. C'est un matériau capable de laisser passer le courant sans aucune résistance à température ambiante, contrairement aux supraconducteurs qu'on connaît et qui, eux, fonctionnent proche du zéro absolu. On va décrypter tout ça avec Alexis Jouan, maître de conférence à l'ESPCI Paris PSL. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Pourquoi c'est une révolution ? Alors, avant de dire que c'est une révolution, il faut que ce matériau soit effectivement supraconducteur, mais effectivement, ça fait beaucoup de bruit depuis que ce matériau est sorti le 23 juillet dernier, si ma mémoire est bonne. Ça serait une révolution parce que ça impacterait beaucoup les technologies actuelles. Oui. Alors, je vois que vous êtes prudent, évidemment, sur ces annonces. Ce n'est pas la première fois qu'on annonce une telle découverte. Le problème, c'est qu'après cette annonce en Corée, la communauté scientifique n'a pas été capable de reproduire ces résultats. Alors, pour l'instant, oui, il est beaucoup trop tôt pour se prononcer. Il y a évidemment, depuis l'annonce, donc c'est pas une annonce vraiment, c'est une mise en ligne du résultat sur un site qu'on appelle Archive. Donc le premier résultat n'est même pas publié dans une revue scientifique, et les suivants, donc il y en a déjà une dizaine qui ont été mis en ligne, sont pas plus revus scientifiquement, donc la méthode scientifique qui veut qu'on fasse une évaluation par les pairs, et ensuite seulement on publie dans une revue scientifique. Donc pour l'instant, effectivement, il y a beaucoup de papiers plus ou moins, qui donnent des résultats plus ou moins rassurant ou inquiétant. En tout cas, dans tous les cas, il est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour confirmer si LK99 était effectivement un supraconducteur. Comment vous expliquez le fait qu'on n'arrive pas à reproduire ces résultats ? Est-ce qu'il peut y avoir une erreur sur l'expérience initiale ? Est-ce qu'il y a une volonté peut-être de frauder pour attirer l'attention ? En fait, c'est assez courant, effectivement. C'est à peu près une fois tous les 2 ans qu'il y a des papiers sur des supraconducteurs. Alors, il ne faut pas confondre, il y a plusieurs types de supraconducteurs. Il y a ceux qu'on découvre à température et à pression ambiante, ça c'est déjà exceptionnel. Il y a eu il y a 2 mois un autre débat scientifique dans une communauté qui est beaucoup plus exigeante, puisqu'ils arrivent à mettre des pressions gigantesques sur leurs supraconducteurs, qui sont censés être supraconducteurs. Et donc voilà, il y a énormément de résultats. C'est très difficile de confirmer ces résultats parce que pour démontrer qu'un supraconducteur est supraconducteur, il y a plusieurs hypothèses à vérifier, disons. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a une tendance potentiellement à vouloir attirer l'attention. Il faut faire attention, en tout cas, quand on lit un résultat, à pas le prendre au pied de la lettre. Il faut mieux qu'il ait été publié dans une revue scientifique avec un comité de lecture. Pour bien comprendre l'enjeu, à quoi servent les supraconducteurs dans notre vie au quotidien ? Eh bien alors, c'est ça qui est surprenant, c'est qu'on les a découverts il y a plus de 100 ans, en 1911. Dans son laboratoire, Kamerlingh-Onnes découvre le premier supraconducteur, le mercure, il a fallu qu'il descende à une température inférieure à 4 Kelvin pour le découvrir. Et depuis, en fait, de manière surprenante, les supraconducteurs n'ont pas eu un impact si gigantesque que ça sur nos vies quotidiennes. Il y a l'exemple le plus frappant, c'est l'IRM. Quand vous faites une IRM à l'hôpital, vous rentrez dans une bobine supraconductrice qui permet de générer des grands champs magnétiques. Mais là où la supraconductivité a eu le plus d'impact, c'est dans le monde de la science. On utilise aujourd'hui les supraconducteurs dans beaucoup de technologies scientifiques de pointe. Et je pourrais vous en parler si vous voulez, un peu plus de ce qu'on fait au laboratoire et de ce qui se fait dans les startups françaises. Mais en tout cas, les supraconducteurs ont surtout impacté aujourd'hui, pour leurs propriétés, le monde académique et l'industrie de pointe. Alors ce serait effectivement une révolution si on arrivait à développer des matériaux supraconducteurs à température ambiante. Quelles seraient potentiellement les applications de ce matériau ? Donc, si on avait un matériau, on peut rêver, si on avait un supraconducteur à température ambiante et à pression atmosphérique, on pourrait impacter 2 grands secteurs. Le secteur de l'énergie, puisqu'on pourrait transporter et stocker l'énergie, ça a été très bien dit dans votre reportage, puisqu'il n'y a plus dans un supraconducteur, l'électricité se déplace sans résistance et donc sans perte d'énergie. Et donc ça pourrait permettre de fabriquer des batteries parfaitement efficaces et de transporter
l'énergie qui est produite par exemple dans une centrale nucléaire jusque dans une maison. Et le deuxième secteur identifié qui serait impacté, c'est tout le secteur de l'informatique, puisque pour faire des calculs aujourd'hui, on a besoin d'ordinateurs qui sont faits avec des métaux qui dissipent de l'énergie. Si on pouvait remplacer ces métaux par des supraconducteurs, on aurait une plus grande rapidité de calcul et beaucoup moins besoin de les refroidir. Aujourd'hui, les serveurs sont refroidis parce qu'il y a tellement de calculs qui sont faits à la seconde que ça chauffe énormément. Donc ce sera aussi une bonne nouvelle pour l'environnement. Où est-ce qu'on en est en France? Est-ce qu'on fait d'abord de la recherche sur les supraconducteurs? Et si oui, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, la recherche en France, elle est très active. Il y a deux volets principaux. D'un côté, il y a de la recherche fondamentale qui se fait toujours parce qu'il faut savoir que on a des théories qui expliquent certains supraconducteurs, mais ceux qui ont les plus hautes températures critiques, donc ça reste très bas aujourd'hui, on a environ moins à 90 Kelvin, donc moins 170 degrés Celsius. Ces supraconducteurs, leurs théories ne sont toujours pas accordées dans la communauté scientifique, si vous voulez. Donc, il y a énormément de recherches aujourd'hui pour comprendre comment fonctionne un supraconducteur à haute température critique. Et les supraconducteurs ont permis aussi beaucoup d'avancées technologiques et donc on a des résultats beaucoup plus appliqués en ce moment. Donc il y a des recherches beaucoup plus appliquées en ce moment, que ce soit dans le secteur de la détection. Donc par exemple, on a dans notre laboratoire, on développe des détecteurs de photons, des sondes beaucoup plus précises pour aller explorer la matière en utilisant des supraconducteurs bien connus mais qui ont des températures très basses. Et dans le secteur privé, il y a des startups. Il y en a une dans notre laboratoire au LPEM. On a à côté de nous, à l'ESPCI hébergé, une startup qui s'appelle Chibiron et qui, par exemple, développe une IRM à bas champ. Et on a aussi, dans le secteur de l'information quantique, une startup comme Alice et Bob qui utilise des supraconducteurs pour essayer de fabriquer des ordinateurs quantiques. Est-ce qu'on y consacre Donc, suffisamment... il y a énormément de... Pardon, il y a énormément de recherche sur les supraconducteurs. Ouais. Est-ce qu'on y consacre suffisamment de moyens financiers, à votre avis? Est-ce qu'avec des enveloppes plus importantes, on pourrait aller plus loin? Alors, la recherche fondamentale, elle est financée comme tout le temps. Elle est peut-être de moins en moins financée avec le temps. Et ça, c'est évidemment dommage parce que c'est vraiment très important pour permettre des avancées technologiques. Les découvertes qui ont eu lieu durant le XXe siècle ont déjà eu des impacts qui ont été financés. Je pense à l'information quantique. Il y a eu ce plan quantique qui a permis quand même de développer beaucoup ces technologies pour l'information quantique à base de supraconducteurs. Mais effectivement, pour la recherche fondamentale, qui permettrait de vraiment comprendre si déjà il est possible d'obtenir un supraconducteur à température ambiante et quel est le mécanisme sous-jacent, là c'est très important de mettre plus d'argent pour la recherche publique. Ouais. Merci beaucoup Alexis Jouan, maître de conférence à l'ESPCI Paris PSL. On a bien compris le message, hein. Restons prudents par rapport aux résultats concernant ces supraconducteurs en Corée.